et qui a affecté vraiment l'utilisation d'Internet. Actuellement, les causes ne sont pas totalement connues, mais les conséquences, en tout cas, nous les savons. Et surtout que de nos jours, Internet vraiment a pris vraiment une place centrale dans notre vie. Donc, Adama, l'objectif, oui? excuse-moi, je vais devoir reprendre. On va enregistrer. Ah, Voilà. ok, d'accord. C'est vrai que j'avais voulu. Oui. D'accord, ça marche pas de souci. Juste un avertissement à tout le monde. On Ok, va, dès qu'il n'y a pas d'objection, on va enregistrer la réunion. d'accord, ça marche. Recording in progress. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. D'abord, je me présente, moi, c'est Adama Ouedraogo, je suis le président du chapitre du Burkina Faso. Avant d'introduire, je tenais d'abord à remercier tous les participants qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour prendre part à cette activité. Et aussi remercier aussi Victor qui, dès le départ, a bien voulu nous accompagner dans cette activité, notamment en proposant d'associer aussi des chapitres africains qui ont été aussi affectés par cette panne. Et aussi, je voulais aussi remercier aussi les présidents de ces chapitres-là qui ont bien voulu aussi associer aussi les chapitres à l'activité et on a travaillé en tout cas en groupe pour que l'activité vraiment puisse bien se passer. Donc, pour moi, c'est un mot de remerciement à l'endroit de toutes ces personnes. Et aussi, aussi Internet Society qui a bien voulu aussi nous accompagner aussi en mettant à notre disposition des experts pour pouvoir échanger sur ces thèmes-là. Donc, pour introduire l'objectif de ce webinaire-là, c'est de pouvoir échanger un peu sur la panne générale que nous avons connue malheureusement le 14 mars dernier, qui a affecté vraiment l'utilisation d'Internet pour beaucoup d'utilisateurs en Afrique. Actuellement, bon, les causes exactes ne sont pas connues. Même si on parle de coupure de câbles sous-marins dues à des activités sismiques, mais bon, actuellement, on n'a pas vraiment totalement la raison. Mais en tout cas, les causes sont vraiment connues. Et les gens ont eu vraiment des difficultés vraiment à utiliser Internet, surtout qu'actuellement, Internet a pris vraiment une place centrale dans nos activités au quotidien. Donc, l'objectif vraiment de la réponse, c'est de voir ensemble les conséquences que ça a eu sur nos vies, aussi les mesures aussi pour travailler aussi sur la résilience de l'Internet. Voilà, donc sans plus tarder, et l'agenda que nous proposons pour aujourd'hui, d'abord c'est un mot de bienvenue que je suis en train de faire. Après, il y aura aussi une intervention aussi par pays pour les chapitres qui ont voulu s'associer à l'activité. Donc pour chaque pays, ils proposeront des personnes qui pourront raconter un peu comment est-ce qu'ils ont vécu cet événement-là. Et à la suite de ça, nous allons avoir une présentation de Jean-Baptiste Milogo, qui est directeur des technologies et du développement de l'Internet, Internet Society, c'est l'indice de résilience de l'Internet en Afrique. Et après ça, il y aura maintenant une session de questions-réponses qui sera ouverte à tous les participants pour pouvoir peut-être mieux comprendre le thème aussi et faire des propositions. Et après ça, il y aura un résumé des actions à prendre. Et pour finir, maintenant, il y aura maintenant un mot de clôture, d'abord par David Bekele, qui est le vice-président régional Afrique Internet Society. Ensuite, ma modeste personne, Adama Ouedraogo, président du chapitre du Burkina. Et pour finir par, et maintenant, pour terminer, maintenant, on aura maintenant le mot de clôture de Victor. Donc, sans plus tarder, pour ne pas être trop arrêté, on va passer la parole aux intervenants par pays. On va commencer par le Bénin. Et je ne sais pas si M. Kal Anyamboussou est présent pour pouvoir faire son intervention pour le pays du Bénin. Bonjour à tous, je suis Bonjour. Karl Agnoussou. Est-ce qu'on m'entend suffisamment? Oui, RS à mon niveau. D'accord, d'accord. Merci déjà à tous les chapitres d'ISOC pour cette initiative. Ça, c'est déjà le creuset d'échange pour tous les membres des divers chapitres. Ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe à côté
et de partager aussi, comme on le dit, les best practices. Alors, le thème abordé aujourd'hui concerne je veux le dire, voilà, les pannes des câbles sous-marins et la résilience de l'Internet en Afrique. Bon, je pense que c'est une vieille discussion, puisque chaque pays a eu à connaître ces incidents de câbles. Le Bénin, aujourd'hui, n'a que deux. Je me rappelle l'époque où il y avait que l'arrivée SAT-3 et où pendant plusieurs semaines, la station SAT-3 était carrément indisponible. C'était enfin, une époque pas si vieille que ça, mais on se rappelle les difficultés que nous avions eu avant l'arrivée du câble ACE. Aujourd'hui, beaucoup comprennent qu'en fait, les problèmes peuvent ne plus être chez soi, parce que là, cette coupure d'Internet n'intervient pas au large du Bénin, ni du Togo, encore moins du Nigeria, mais c'est plus loin, et sur d'autres côtes, et ce qui a impacté plusieurs câbles. Donc, cela appelle à la capacité de résilience aujourd'hui des fournisseurs d'accès Internet. Et ça m'a permis, je prends le cas du Bénin, où je suis FAI avec une opération locale Sud Télécom, et celui de la Côte d'Ivoire, où nous avons une unité aussi, Trinet, je n'ai pas présenté, un intégrateur qui existe depuis 2008, que je représente. Nous sommes rentrés dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications, interconnexion Internet en 2012, précisément, avec une licence et de la connectivité sur plusieurs pays de la sous-région. Donc, cette panne nous a permis de voir deux types de comportements. Des opérateurs, certains, un premier type de comportement, des opérateurs qui ont pris le temps de diversifier leur entrée et leur sortie Internet, le upstream, et certains l'ont fait de façon mécanique, je vais utiliser l'expression, mais d'autres l'ont fait en toute intelligence. Et ça, c'est dans le premier volet, donc ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas du tout fait, pour des raisons diverses, hein, en discutant avec certains. On a parlé de raisons économiques, on a parlé de la situation locale, parce qu'aujourd'hui, on a, sur le cas du Bénin, un carrier operator, un national carrier operator, qui est la Société béninoise d'infrastructures numériques, qui normalement sert les deux sorties ACE SAT3 à l'ensemble des opérateurs. Donc, pour le premier cas, on a constaté que certains, pour ceux qui ont plus d'ingénierie, sont allés rechercher des upstream en faisant de la desserte, un réseau d'interconnexion. Ça coûte plus cher, évidemment, mais l'objectif était de mutualiser et de surveiller cette mutualisation, d'être comptable de cette mutualisation. Pendant ce temps, ceux qui n'ont pas fait cette mutualisation intelligente, je vais dire, se sont retrouvés sur les deux câbles dans la même direction, c'est-à-dire avec les mêmes upstream allant vers l'Europe, tous deux coupés et paralysés malgré qu'ils avaient deux liens. Au niveau de notre opération locale Sud Télécom au Bénin, on a décidé de faire de la mutualisation dans les deux sens. On a l'expérience de l'année passée, la coupure de fibre optique, je pense dans le bassin du Congo, si je ne me trompe pas, qui a coupé tout ce qui descendait le long de la côte en direction de l'Afrique du Sud. Donc, nous avons un premier lien en direction de l'Afrique du Sud. La coupure de l'année passée a impacté ce lien. Et dans l'autre sens, nous pouvions remonter. Mais il s'est fait aussi que sur le câble ACE, au même moment, il y a eu des soucis toujours au niveau d'Abidjan, où il fallait basculer maintenant sur un autre opérateur, où nous avons un troisième upstream sur le Nigeria, qui est l'un de nos cœurs de réseau. Donc aujourd'hui, ça pose réellement la problématique de gestion intelligente du trafic
Et cette problématique de gestion intelligente du trafic pose le problème de support technique aguerri. La plupart des supports techniques que nous avons au niveau des FAI, enfin, en termes de connaissances réseau, à partir du BGP, c'est un problème. Quand on peut plus faire, quand on ne sait pas faire au-delà d'un statique, d'une route par défaut, de l'annonce d'une route par défaut. Quand ça va au-delà de ça, ça devient compliqué. Et 95%, si je ne m'abuse, des FAI au Bénin, je parle du contexte béninois, ne maîtrisent pas tout ce concept-là. Donc, ça appelle à une maîtrise des connaissances, à un support technique beaucoup plus outillé, beaucoup plus aguerri, qui maîtrise ce qui se passe au-delà de cette couche-là et qui savent faire du routage intelligent. Et c'est ce support technique qui va conseiller le management. Parce que aujourd'hui, faire du l'IP transit local avec les nouveaux tarifs au Bénin coûte moins cher que faire du IPLC vers une destination ou pour faire du IP transit à partir de cette destination. Euh, une dernière chose, c'est que ça appelle à aussi des efforts joints des différents opérateurs. Certains plus petits, mais quand ces plus petits se mettent en grand nombre ensemble, on est capable de réunir une plus grosse capacité pour aller vers des coûts plus intéressants en termes de bande passante internationale, d'aller vers des nœuds. On a à côté le Nigeria qui a, je dirais, qui va bientôt avoir 6 câbles avec To Africa, enfin, qui a déjà 6 câbles, si je me trompe. Excuse-moi de t'interrompre, hein. Peut-être comme on est à cheval sur les temps, donc si tu peux essayer peut-être de résumer, peut-être 5 minutes par participant pour pouvoir D'accord. dérouler le reste de l'agenda. Désolé, Mon Maxime. dernier point, mon dernier point, ça revient à cette éternelle discussion de point de change. On a constaté sur le point du Bénin que on était tous isolés les uns des autres quand on ne savait pas passer par ce common carrier qui est la Société béninoise d'infrastructure numérique. Donc, ce sont ces différentes étapes-là qu'il nous faut ensemble sur le plan local regarder. La ressource technique, je résume, la ressource technique, les compétences techniques, la stratégie de gestion de trafic au niveau managérial, c'est une décision à prendre. Euh, les opportunités sous-régionales, comment se mettre ensemble pour bénéficier de ces opportunités et la vie d'un point d'échange nous permettant, quand bien même on est isolé du monde, qu'on ne soit pas isolé du voisin. Merci. Ok, merci bien, Carl, pour l'intervention. Donc, sans plus tarder, on va passer au représentant du Togo, Monsieur Bakolibé Fabrice. Désolé si j'ai écorché le nom, je ne sais pas s'il est présent. Oui, Fabrice Pagolib est bien présent. D'accord, merci. Permettez que j'allume. Voilà, donc, juste pour rappeler, c'est 5 minutes par intervention pour pouvoir dérouler les restes de l'agenda. Merci. Ok, très rapidement, je vais essayer de planter le décor sur l'environnement de communication électronique du Togo. C'est un environnement qui comporte deux opérateurs mobiles, un opérateur fixe, euh, notamment Togocom, et puis des FAI, d'affaires informatiques, Théoris, GBA. On a ensuite l'opérateur fixe qui offre de la FTTH et de la mobile data. Ensuite, on a un dernier opérateur qui est Atlantic Telecom Africa. Alors, dans le cas d'espèce, oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends très bien. OK. Alors, je disais que dans le cas d'espèce du Togo, globalement, le nombre d'abonnés, c'est juste pour vous montrer l'impact qu'a pu avoir ces perturbations de la coupure Internet. Donc, le nombre d'abonnés aujourd'hui
à la téléphonie fixe et mobile est autour de 7 millions pour une population de 8 millions d'habitants, ce qui nous donne un taux de pénétration d'à peu près 84,5%. Pour le nombre d'abonnés à la data, c'est autour de 5 millions, 5 millions 300. Ça représente aussi un taux de pénétration de 64,67%. Donc, le trafic agrégé de la data, d'accord, au Togo, au cours du dernier semestre de l'année 2023, s'élevait autour de 157,4 pétaoctets. Donc, c'est dire que l'économie numérique dans ce pays prend de plus en plus de l'importance. Et donc, une connectivité Internet perturbée risque, enfin, cause énormément de problèmes. Alors, pour la mobile, pour tout ce qui est donné de la mobile money, donc on a à peu près 3 millions d'abonnés, ce qui représente un taux de pénétration de 40% de la population. OK, alors, une fois ce décor planté, je pense quand même que ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces activités, tout ce volume de trafic dont je viens de parler, il y a une grosse partie qui a pour soubassement les connexions internationales, notamment les câbles sous-marins. Au Togo, on dispose 3. Le traditionnel et vieux WAX. Il y a le câble Yakiano qui a été inauguré récemment en 2023. Et il y a aussi le câble de Maroc Télécom mis à disposition par la société Move Atlantique Togo. Alors, Togo, comme à travers le câble, à travers le WAX, offre des accès aux ISP, notamment GVA, Café, et dans la moindre mesure, Move Africa Togo, et puis le réseau de l'éducation nationale Togo RER. Et donc, ces connexions, généralement, ça se passe à travers des connexions de type, des interconnexions de type IPLC. Et le peering se fait ailleurs, soit au niveau du Portugal ou au niveau de Paris. Alors, pour le câble Icano est la propriété de la SIN, de la Société nationale d'infrastructure. Et aujourd'hui, presque tous les gros opérateurs et fournisseurs d'accès s'orientent vers ce nouveau câble. Et en fin de compte, nous avons le Maroc Télécom qui est le nouveau arrivant aussi en matière de câble. Je voudrais souligner que la plupart des gros ISP et opérateurs sont interconnectés au point d'échange national qui est le LIX et le TGX, et au niveau duquel ils bénéficient d'un certain nombre de la présence d'un certain nombre de CDN pour juguler leur trafic. Alors, quant à ce qui concerne la perturbation du 14 mars dernier, il faudrait déjà se rendre compte que historiquement, ces perturbations ont déjà eu lieu, surtout en Afrique de l'Ouest. On a pour souvenance les problèmes qu'il y a eu en 2017 sur le Main One, ensuite en 2018 sur le Cap As, et puis sur MTN en 2020. Naturellement, pour nous, les perturbations du 14 mars ont été totalement perçues lorsque nous avons constaté une forte dégradation de la connectivité Internet. C'est vrai que nos opérateurs, lorsque ce genre de situation arrive, s'ils essaient, dans la mesure du possible, de passer en mode dégradé en basculant sur des liaisons de sécurisation. Et c'est ce qui a été constaté. Et donc, ces liaisons de sécurisation n'ont pas les mêmes capacités que les liaisons principales. Donc, au niveau de l'utilisateur, de l'expérience utilisateur, les utilisateurs que nous sommes, nous constatons quand même des dégradations. Et aussi, il y a un certain nombre de services pour les end-users sur lesquels il y a eu énormément de perturbations, notamment tout ce qui est transactions financières, soit au niveau des banques, soit au niveau du mobile money, qui aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur au niveau national. Donc, si on se réfère déjà au niveau des publications de NetBlocks, on se rend compte que le Togo a quand même subi une perturbation, mais cette perturbation était qualifiée de nature moyenne. C'est dire aussi que en termes d'interconnexion, d'interconnexion et de sécurisation des liens, il y a un minimum d'efforts qui a été fait. Mais cependant, ça ne veut pas dire que cette sécurisation est suffisante. Il faudrait travailler beaucoup plus à améliorer cette résilience du réseau de sorte à atteindre un niveau vraiment acceptable de tous. Alors, en termes de recommandations, ce que je voudrais dire, c'est que pour
en dehors du vieux traditionnel débat sur l'interconnexion à travers les IXP, je pense qu'il faut maintenant commencer aussi par promouvoir les interconnexions au niveau continental. Parce qu'au niveau des États, c'est bien vrai que ces interconnexions pour certains pays existent, mais il faudrait les renforcer et renforcer aussi les interconnexions continentales et voir au niveau régional. Privilégier des interconnexions alternatives, notamment tout ce qui est... Bon, c'est vrai que le satellite aujourd'hui avec Starlink offre aussi des alternatives. Donc, nous pensons beaucoup plus qu'il faudrait travailler sur tout ce qui est interconnexion, offrir des alternatives aux tronçons marins à travers tout ce qui est interco dans les nomations sur des interconnexions de nature EXP et aussi ne pas oublier les bonnes vieilles interconnexions satellitaires. Voilà un peu ce que nous pouvons dire expressement sur le cas du Togo, bien sûr pour être dans les temps. Mais avant de terminer, ce que j'aurais bien aimé, nous n'avons pas eu ces chiffres-là, c'était de voir un peu l'évolution du trafic au niveau de l'XP pendant cette période-là. Mais je pense que ce n'est que partie remise. On fera véritablement une corrélation euh, entre cette panne et l'évolution du trafic au niveau de l'XP pour pouvoir démontrer ou ressortir l'importance des points d'échange Internet dans cet écosystème-là qui peut être des nœuds, des nœuds majeurs pour la résilience de l'Internet. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vous la rends et je suis ouvert à toutes les questions qui vont arriver plus tard. Merci. D'accord, merci bien Fabrice, merci beaucoup pour cette intervention assez enrichissante. Donc, sans plus tarder, on va passer au représentant du Burkina Faso, M. Alassane Kafando, qui est chef de service d'administration des réseaux, systèmes et sécurité à Télésol Faso, qui est un opérateur du Burkina et aussi consultant formateur en informatique et télécommunication. Donc, M. Kafando, je vous passe la parole. D'accord, merci bien, Monsieur Ouedraogo, et merci pour la parole. Bonjour à tous. À l'instar donc des autres camarades, des autres collègues qui ont intervenu par rapport donc en tout cas aux conséquences liées aux coupures récentes des fibres, je voudrais essayer de contextualiser un peu ce qui s'est passé au Burkina, en disant premièrement que le Burkina a 3 opérateurs de téléphonie mobile, et Move Burkina, Orange Burkina et Télécell Faso, structure dans laquelle j'interviens présentement. Alors, je m'en voudrais de parler au nom des autres, mais compte tenu donc de ma participation dans d'autres cadres associatifs, je voulais donner une lecture assez globale et revenir un peu sur le cas particulier de Télécell Faso, qui est le 3e opérateur de téléphonie mobile au Burkina Faso. Et pour, en tout cas, faire un état de l'incident et explorer les pistes de solutions qui ont été envisagées et peut-être éventuellement partager aussi mon point de vue sur les perspectives. Alors, au niveau donc du Burkina Faso, en plus des 3 opérateurs, nous avons une cinquantaine de fournisseurs d'accès Internet reconnus. Et la plupart de ces fournisseurs d'accès Internet aussi ont un pied chez des grossistes, mais un autre pied aussi chez les opérateurs de téléphonie mobile qui existent au Burkina Faso. Alors, l'incident a été vécu par presque tous les opérateurs, en ce sens que... Je crois qu'il y a un écran, il y a le micro. Ah bon, je viens de couper, désolé. M. Kafando, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? D'accord, merci. Ok. Merci. Alors, donc je disais tantôt que tous les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet ont été impactés d'une manière ou d'une autre. Et
et la plupart des opérateurs de téléphonie mobile ont perdu plus de 50% de leur capacité initiale. Alors, ce qui a posé un gros souci donc, au niveau donc, des utilisateurs d'Internet. Et pour la gestion de crise, la plupart des opérateurs ont fait des communiqués, mais un peu tardifs parce que c'était assez critique. Et donc, des solutions aussi ont été envisagées pour pouvoir ramener, en tout cas, au plus vite possible, la connectivité. Si je prends au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, plus précisément au niveau de Télécel Faso, et antérieurement, nous avions des connexions Internet avec des gros fournisseurs hein, de câbles comme Wyok, PCCW. Mais depuis 2015, dans le but en tout cas de renforcer la résilience des connexions Internet, l'État a entrepris des démarches, ce qui a occasionné la mise en place de deux structures importantes, à mon sens. Il s'agit essentiellement du point d'atterrissement virtuel et du point d'échange Internet. Alors, le point d'échange Internet est actif BFIX. Je parle sous le contrôle de M. Milogo, qui va certainement intervenir, et est actif depuis donc, le 19 février 2015. Et ça permet de fédérer un certain nombre d'entreprises et de structures étatiques donc, autour donc, des caches. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile, la plupart bénéficient des caches Google, des caches Netflix, des caches TikTok et j'en passe. Et il y a également le service DNS qui est autorisé donc à ce niveau. Au-delà de ça, la promotion du contenu local, la plupart des entreprises qui utilisent le nom de domaine .bf peuvent en tout cas s'interconnecter directement à partir donc, de ce point d'échange. Ce qui est à mon sens un début donc, de solutionnement donc de tout ce qui est crise liée aux coupures intempestives des câbles sous-marins. Alors, également, il y a le point d'atterrissement virtuel qui est une coopérative où participent l'État, les sociétés de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès Internet, et qui est aussi, à mon sens, une excellente initiative qui a permis, donc, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, d'acquérir de la capacité pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour certaines grandes structures comme les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, je peux dire que l'impact principal a été vécu à ce niveau parce que ce point d'atterrissement virtuel avait des interconnexions vers la Côte d'Ivoire et des interconnexions vers le Togo et aussi des interconnexions aussi vers le Ghana. Mais malheureusement, il n'y avait pas de système de réplication. Et donc, il n'y avait pas d'autres liens, notamment le collègue du Togo a parlé de liaisons satellitaires. Donc, la nature de ces interconnexions était identique. Donc, c'était par fibre optique. Si bien que lorsque l'incident est intervenu, la plupart des capacités ont été impactées. Et du coup, au niveau donc, des membres qui y sont, les capacités ont été considérablement réduites. Alors, donc, ça voudra dire qu'au Burkina, il y a un début de solutionnement, mais Monsieur cela n'a Kapapa, désolé de vous interrompre, juste pour rappeler le temps. Euh, D'accord, merci bien, Monsieur Ouedraogo. Donc, je voudrais dire que de façon globale, nous avons très mal vécu ces coupures intempestives. Il va falloir trouver des solutions. Donc, je suis d'accord avec mon collègue de Togo qu'il faut aller beaucoup plus vers des solutions à l'échelle des zones d'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, etc. Et à terme, voir donc au niveau de l'Union africaine s'il ne peut pas y avoir de solutions souveraines, en tout cas pour tous les pays africains dans un premier temps, et ensuite voir des extensions avec le reste du monde. Je voudrais enfin signaler qu'il faut aussi amplifier les collaborations entre opérateurs, notamment les mutualisations.
Parce que, effectivement, l'une des solutions qui nous a permis, en tout cas, de faire face à cette crise, c'est de collaborer avec une autre structure, et notamment Move, qui avait en tout cas plus de chance parce que un de ses câbles passait par le Maghreb et qui n'avait pas été endommagé. Donc, ça a été une belle expérience pour nous. Et je pense que, au-delà de la concurrence, il faut que toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur-là puissent penser au secours mutuel, comme ça se passait antérieurement dans nos sociétés africaines. Il ne faudrait pas que la technologie crée une frontière entre la manière dont nous vivons ensemble et en tout cas la collaboration future. Voilà un peu l'idée de ce que je peux dire comme contribution. Je vous remercie pour votre attention et merci pour les autres contributions que j'ai pu entendre aussi. Ok, merci bien, Monsieur Kafando. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on passe maintenant la parole au représentant de la Guinée, Monsieur Agibou Bari, qui est ingénieur télécom, formateur de la gouvernance de l'Internet, membre du chapitre guinéen et membre du Conseil national de la régulation des postes et télécommunications. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la salle, à demain. Alors, pour commencer, je vais vous remercier de l'invitation et de l'initiative. Et pour revenir sur le cas de la Guinée, je peux vous rassurer que nous avions été moins impactés euh, par la chance que nous avions eue. En fait, il faut comprendre que sur la carte, comme vous le voyez, la Guinée est un peu plus en haut vers le nord sur les autres pays qui ont beaucoup plus été impactés. Donc, quand l'incident est arrivé, on a directement chuté vers Dakar. Et il faut rappeler qu'en Guinée, nous avions 3 opérateurs téléphoniques et une dizaine de fournisseurs d'accès Internet. Alors, on a un seul câble sous-marin. Pour le moment, il y a un deuxième qui est en cours, un seul câble sous-marin, à l'occurrence le câble ACE, qui est géré par la GILAB, un consortium d'entreprises avec tous les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet et l'État guinéen. Donc, nous n'avons qu'une seule rentrée, une seule sortie pour le moment. Donc, imaginez si l'impact était sur la Guinée, ça allait être pire. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les autres pays qui ont su rapidement, grâce aux 2-3 câbles qu'ils ont ou plus, switcher sur les autres câbles pour continuer le service. Et si le cas arrivait en Guinée, ça allait être l'impact allait être beaucoup plus grand. Bon, fort heureusement, nous n'avions pas été impactés cette fois-ci sur cette coupure d'Internet du 14 mars. L'impact était tellement minime que le Guinéen commun n'a pas su comprendre, n'a pas compris qu'il y a eu vraiment cet incident qui s'est passé. Donc, c'est vers le sud, ça a été beaucoup plus impacté et nous avions balancé nos données vers le nord, en l'occurrence Dakar et autres. Donc, ce qui fait que nous n'avions pas été très, très impactés. Mais ce webinaire nous permet, nous Guinéens aujourd'hui, de comprendre les enjeux, quels sont les incidents que cela pourrait arriver à la Guinée et quelles sont les solutions que nous devrions adopter d'urgence pour éviter ces genres de désagréments qui risquent d'arriver à la Guinée. Donc, je participe en tant que panéliste, mais en tant qu'une personne qui va se baser sur les expériences qui sont en train de se passer chez les voisins pour mieux nous armer pour qu'à dorénavant nous puissions se préparer pour ne pas que quand cet événement malheureux surviendra, que nous soyons prêts et armés à l'affronter. D'accord. Merci bien, Agibou. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment un peu l'objectif un peu de la rencontre. C'est plutôt beaucoup plus un partage d'expérience pour voir un peu comment les autres pays ont géré ça pour que bon, chacun à son niveau puisse puiser quelque chose et puis bon, améliorer la connectivité Internet dans son pays. En tout cas, vous avez beaucoup plus de chances si vous n'avez pas été touché. Donc, on espère que les actions qui ont été prises dans les différents pays pourront peut-être vous inspirer aussi pour pouvoir aussi rendre Internet beaucoup plus résilient chez vous. Donc, sans plus tarder. Je veux juste dire une précision. Nous n'avions été touchés, mais l'impact a été très minime. Ok, d'accord. Merci pour la précision. Merci. D'accord, merci. Voilà, donc je passe la parole au représentant du Cameroun, Monsieur Abdou Mfopa, qui est le président du chapitre du Cameroun Internet Society.
Merci, bonjour, j'espère que vous me voyez. Ok, bonjour à tous. Merci Adama pour cette belle initiative. Merci évidemment aussi à Victor qui a permis que ceci ait lieu. Donc, je suis Abdou Fopan, je suis le président d'ISDOC, le chapitre du Cameroun. Donc, à la suite de tout ce que les autres ont pu dire concernant cette coupure, nous au Cameroun, on a été sérieusement affectés, il faut le dire, par cette coupure. Cette crise que vous voyez a montré évidemment que le Cameroun est vraiment très faible dans cette connectivité-là et que nous n'avons pas pu peut-être prévoir, nous on n'a pas pu prévoir qu'on pouvait avoir ce genre de coupure parce que tous les opérateurs du Cameroun avaient été impactés. Donc, ce gros problème que nous avons eu, pas parce que, pas parce que le, pas parce que le Cameroun n'avait pas de sortie ou n'avait qu'une seule sortie comme parler d'autres pays. Au Cameroun, environ, nous avons plusieurs cas, parmi lesquels le câble sous-marin qui permet de sortir du Cameroun. Nous avons le SAT-3, qui avait été mis en service depuis 2003. Ensuite, nous avons le WAX qui relie l'Europe à l'Afrique du Sud, où nous sommes entrés depuis 2012 et il atterrit dans le sud-ouest du Cameroun. Et on a aussi le AIDS, ce câble de l'Afrique de l'Ouest, qui part de l'Afrique de l'Ouest en Europe, qui est aussi mis en service en 2012. Nous avons le CELS, reliant le Cameroun au Brésil, et qui lui aussi a été inauguré en 2018. Bon, il y a entre autres le NCSC, qui est le Nigeria Cameroon Submarine Cable System, qui avait été inauguré, qui est opérationnel depuis 2015. Mais malgré tous ces cas que nous voyons, nous avons été sérieusement impactés et le taux de consommation de ce câble, nous avons environ 15% de la capacité du câble SAT3 et environ 30% de la capacité du WAX, ceci depuis 2000, depuis plus de 17 ans. Et il faut le dire que tous ces câbles sont gérés par l'opérateur historique de télécom au Cameroun qui est Camtel, bien que celui du WAX qui a atterri à Limbé avait été construit ou avait été fait par MTN Global Connect, mais ça reste la propriété du Cameroun. Donc, lorsque on a eu cette coupure de câble, il y a plusieurs sorties qu'on a eues au niveau national, parmi lesquelles la ministre des Télécommunications a fait une réunion avec les opérateurs. Déjà, cette réunion a permis à la ministre de réitérer aux opérateurs qu'il était important de maintenir le trafic local et ensuite de concourir à l'amélioration d'un taux de résilience de l'Internet au Cameroun, bien que
nous pouvons dire l'indice d'Internet Society Pulse nous donne environ 32% du taux de résilience. Cette réunion a permis déjà à la ministre de mettre ces bases-là et aussi on est allé aussi au point de dire aux opérateurs pendant ces réunions de restituer, par exemple, les data qui n'avaient pas été consommées par les utilisateurs durant cette période. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu les dates à restituer durant tous ces jours où on était déconnecté pratiquement de l'Internet. Donc, ensuite, il y a eu un collectif parmi lesquels nous, en tant qu'Internet Society, nous avons signé un communiqué. Et ce communiqué avait été adressé à toute la communauté locale et internationale où nous proposions un ensemble de recommandations à la communauté, parmi lesquelles on s'est dit qu'il faut déjà assurer l'interconnexion et la coordination entre tous les ISP d'une part et de faciliter l'interconnexion du réseau Internet des opérateurs, des data centers, des entreprises à un point d'échange. Déjà, ça c'était la première recommandation. En termes de Abdou, deuxième, Abdou, désolé de te couper, je voulais juste te rappeler le temps. Voilà, c'était 5 minutes par participant, donc tu peux essayer de résumer c'est ton déjà intervention. Oui, oui, c'est ça, désolé. bon, ok. Ok, donc il y a ces recommandations, comme je dis, peut-être pour chuter rapidement, on a cet ensemble de recommandations qui déjà une grosse partie concernait d'avoir, c'est-à-dire la partie du point d'échange, parce qu'au Cameroun, bien qu'on ait un point d'échange ou même deux points d'échange qui fonctionnent au Cameroun, il y a le CAMIS et le Douala X. On n'a toujours pas tous les opérateurs qui soient connectés ou les ISP qui soient connectés à ces points d'échange. Donc, l'objectif aussi dans ce comité, c'était d'amener les opérateurs à utiliser les points d'échange. Aussi attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut diversifier aussi des liaisons d'interconnexion avec d'autres pays de la sous-région. Et le dernier point sur lesquels on a insisté, si je peux rapidement avant de clôturer, c'est de mettre en application certaines recommandations qui avaient été faites aux opérateurs dans du ministère et de mettre aussi en place ce qui concerne le partage des ressources qui avait été donné par un décret ministériel. Et en dernier point, c'est de faire évoluer la plateforme de campus qui est un switch national pour le paiement. Donc, voilà un ensemble de recommandations que nous avons pu faire au niveau national en tant que collectif des consommateurs du numérique au Cameroun. Et nous pensons que si le gouvernement vraiment ou la communauté utilise d'abord le point d'échange et ces différentes recommandations, nous ne serons plus affectés à l'avenir par ces différentes coupures qui peuvent toujours arriver à n'importe quel moment. Donc, je vous remercie pour la parole donnée. J'espère que j'ai fait les 5 minutes. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On a pu vraiment tirer pas mal d'informations là. Je pense que bon, c'est dans la phase des questions-réponses, il y aura certainement des questions d'éclaircissement. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au représentant du Niger, qui est M. Issaka Aruna, le président du chapitre Internet Society. Et encore, vous rappelez le temps, et c'est 5 minutes par intervenant. Donc, merci. Merci, Monsieur Adama. Merci à tous. Et en tout cas, merci d'organiser ce webinaire et qui permet d'abord d'échanger avec les autres collègues
et surtout de partager les différentes expériences et surtout vécues par rapport à cette coupure d'Internet. Peut-être il faut noter que c'est un vieux sujet, ce n'est pas un sujet d'actualité et nous en avons l'habitude. Et je pense que avec le temps, on est devenu résilient. Et on arrive à s'adapter à ces coupures, malgré ces différents impacts sur l'économie numérique du pays globalement. Ici, et par rapport au contexte national, nous sommes au Niger, nous avons 4 grands opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons 5 fournisseurs d'accès Internet et également un fournisseur d'infrastructure, un opérateur d'infrastructure, également un opérateur retail, mais lui, il n'a pas encore commencé ses activités. Ce qu'il faut noter, et malgré les 4 opérateurs qu'on a et les sorties vers le Burkina et le Bénin, nous avons également été impactés par cette coupure. Et aussi, il faut noter que ces fournisseurs d'accès Internet et également ces opérateurs, en réalité, ils sont interdépendants parce que certains fournisseurs d'accès Internet également prennent de la capacité chez ces opérateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'impact de la coupure, et ces opérateurs également, ces FAI, ont perdu plus de la moitié de leurs ressources, c'est-à-dire leur capacité au fait, et à pouvoir disposer de la bande passante nécessaire pour satisfaire la clientèle. Je pense que ce qu'il faut noter aussi par rapport à ces éléments, il y a un certain nombre d'impacts aussi qu'il y a eu sur un certain nombre d'activités, notamment au niveau des jeunes. Et moi, je me suis amusé à faire un petit sondage et par rapport à des gens qui font des activités en ligne. Pour d'autres, c'est vraiment et la première difficulté est d'abord l'arrêt brusque de leur activité. Mais même s'ils réinventent l'activité en utilisant la téléphonie classique, souvent ils ont des difficultés en lien avec la géolocalisation parce que ça utilise Internet pour localiser l'emplacement du client et puis échanger rapidement. Il y a également les startups également qui se sont réinventées. Aujourd'hui, beaucoup ont leurs solutions dans le cloud, ce qui leur permet d'être mieux résilients en cas de coupure. Donc, ils utilisent souvent deux connexions, soit ils utilisent la SIM classique ou bien ils font de l'Internet fixe. Et il faut aussi noter quand il y a ces coupures, arrêter les opérateurs basculent ce qu'on appelle les failles vers ce qu'ils appellent les grands clients. Donc, souvent, c'est les utilisateurs de la data mobile qui en pâtissent au fait. Et l'autre chose que je vais ajouter, euh, on a une structure ici au Niger qu'on appelle l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, qui, dans ces périodes de coupure, vraiment a ouvert ses portes à ces jeunes start-upers, influenceurs, vendeurs en ligne, afin de mettre à disposition un espace où ils pourront accéder à la ressource Internet afin de continuer leur activité. Et ça, je pense que c'est un modèle à saluer et c'est quelque chose qu'il faut aussi penser à pérenniser aussi, non seulement localement et que les autres pays aussi pourront copier. Je pense que je peux donner quelques pistes de recommandations pour rester dans le temps. Au niveau local, Rapidement, s'il vous plaît. Oui, 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 rapidement. ok, au niveau local, on est en train de travailler, je pense, pour la mise en place du point d'échange Internet. Je pense que c'est un point important. Il y a également le point d'atterrissage virtuel. Déjà, le collègue du Togo a fait cas, je ne peux pas revenir sur les détails. Je pense aussi qu'il faut accompagner le développement de contenus locaux, car aujourd'hui, on a des dispositifs qu'on peut utiliser et offline après. Il y a également au niveau de l'infrastructure, on doit aussi maximiser dans le partage de l'infrastructure. Au niveau aussi dans l'augmentation des capacités, et on est en train d'aller vers des liaisons vers le Maghreb également. Aujourd'hui, les travaux sont presque terminés
Donc, on espère aussi faire les connectivités le plus rapidement. Comme ça permettrait d'avoir plusieurs sorties, que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, et également du côté du Maghreb. Merci, je m'arrête là. Merci. Ok, merci beaucoup, Aruna. Et donc, rapidement, on passe la parole au représentant pour terminer, pardon, au représentant de la Côte d'Ivoire, qui est Dr Didier Gokou Hervé, enseignant-chercheur à l'Université Peloforo Gon Coulibaly de Coro. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien. Ok. Euh, rapidement, je vais partager un peu l'expérience que j'ai eue. euh, de cette situation. Donc, bonjour à tous, et puis merci pour l'organisation de ce séminaire. De ma position, je suis, comme l'avait signifié, enseignant-chercheur dans une université de Côte d'Ivoire. Donc, à ce titre-là, on est à cheval entre la formation et Tu es là? le milieu professionnel. Ok. Allô? Aïgo koy réunion mon. Allô? Allez-y, désolé, hein, je viens de muter la Oh, personne. ok, d'accord. Donc, la situation, elle était la suivante. Entre le 14 et le 15 mars, bon, il y a eu ces différents câbles-là qui ont été impactés, rupture de plusieurs câbles qui passent notamment par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a le SAT-3, le, euh, le câble géré par Main One, euh, ACE, etc. Donc, 4 à 5 câbles qui ont été sérieusement impactés. Bon, selon les informations qui circulent, même si la cause n'est pas connue totalement, il paraîtrait que c'est un glissement sismique au large d'Abidjan. Donc, vous imaginez que la Côte d'Ivoire était sérieusement impactée par tout cela. En Côte d'Ivoire, il y a 3 gros opérateurs, notamment Orange Côte d'Ivoire, MTN et Move Africa, qui interviennent dans le domaine d'Internet en général. Donc, 2 de ces opérateurs-là ont été véritablement impactés, Orange et MTN. C'est Move Africa qui a vraiment eu un peu plus de chance, donc qui a continué à fournir des services Internet. Bon, tout de suite, quelle a été la réaction des autorités? Les autorités ont mis en place une cellule de veille, un comité interministériel, en collaboration avec l'Agence de régulation du domaine des télécoms, etc., qu'on appelle l'ARTCI en Côte d'Ivoire. La réaction au niveau des opérateurs a été tout de suite d'œuvrer à la mutualisation de leurs différentes ressources pour pallier toutes ces difficultés-là. Ensuite, on a mis en contribution des câbles terrestres à essayer de dérouter le trafic vers différents réseaux. Ça a été avec l'appui notamment de Move Africa, Maroc Télécom, West Africa surtout. Euh, euh, la situation, moi je peux dire tout de suite parce que à cette date-là, on se trouvait à une réunion scientifique, là, le CAMES, qu'on connaît dans la sous-région en Afrique, qui gère tout ce qui est en matière de recherche, activités de recherche. Donc, il y avait les journées scientifiques du CAMES et je me souviens à cette conférence et vraiment cette conférence a été impactée parce que les communications qui se faisaient en ligne ne pouvaient plus se faire. Et heureusement qu'il y avait encore du trafic fourni par Move Africa qui a pu permettre un peu de sauver cette situation. Donc, vous imaginez un peu une réunion aussi importante au niveau de la recherche interuniversitaire à l'échelle de l'Afrique, comment ça a pu impacter négativement
une telle réunion. Il y a eu aussi au niveau des différents utilisateurs, vous pouvez imaginer un peu, on a à peu près les mêmes taux de pénétration très élevés dans le domaine de l'Internet. Donc, pratiquement toutes les entreprises, banques, assurances, etc., le petit commerçant qui travaille avec Internet, etc., tout le monde a été impacté. Donc, je vais m'appesantir un peu sur les solutions, les pistes de solutions. Ici, très souvent, surtout que nous travaillons sur ces thématiques-là en matière de recherche dans nos laboratoires avec nos étudiants qui arrivent ensuite à travailler dans ces différentes entreprises-là. Donc, très souvent, on propose de faire transiter les données sensibles par l'espace grâce aux satellites. Bon, on en parle depuis un certain nombre d'années, notamment aujourd'hui avec des solutions de déploiement en matière de constellation aux nanosatellites, notamment solutions fournies par Starlink d'Elon Musk, etc., peuvent constituer des alternatives crédibles. Seulement, le déploiement, il y a un coût. Il y a un coût qu'il faudrait supporter. Donc, une solution viable, c'est de créer un mix de solutions. Les câbles sous-marins ne peuvent pas être abandonnés du jour au lendemain. Les solutions, la mutualisation des ressources, d'autant plus que la plupart de ces opérateurs-là sont des multinationales qui interviennent dans tous nos pays. Donc, la mutualisation peut être plus ou moins aisée si tout le monde s'implique. Et puis, surtout, la solution satellitaire qui constitue vraiment un élément qui va jouer un rôle très important dans ce que nous appelons l'Internet ubiquitaire. Au niveau de la recherche, permettre à tout le monde d'avoir Internet en tout lieu, en tout temps, notamment avec des solutions telles que l'Internet des objets, etc. Donc, on ne peut pas négliger vraiment cette option satellitaire là, dans ce mix de solutions pour pallier de telles situations. Donc, sur ce, voilà un peu ce que nous avons vécu de par notre position concernant cette situation de rupture des câbles marins au niveau de l'Internet entre le 14 et le 15 mars 2024. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment pour ce partage d'expérience sur les cas de la Côte d'Ivoire. Donc, comme on est un peu pris par le temps, sans plus tarder, on va passer maintenant au point suivant, qui est la présentation de M. Jean-Baptiste Milogo, directeur des technologies et du développement de l'Internet à Internet Society, sur le thème Indice de résilience de l'Internet en Afrique, voilà, Internet Society Plus. Donc, si M. Milogo est prêt, il peut commencer. Merci. Merci, Adama. Juste, est-ce que tu peux me préciser de combien de temps je dispose? OK. Donc, on avait mis 20 minutes pour toi. Tu dis 20 minutes. 20 On avait minutes. prévu 20 minutes, oui, oui, pour ta partie. OK. Donc, je ne sais pas si, comment vous voyez la présentation actuellement. Moi, je ne sais pas trop bien présenter, puis on va tout avec tes notes aussi. OK, d'accord. Alors, je change le format. Et là, c'est bon? Oui, oui, là, c'est bon. OK. Merci, cher Adama, et merci à tous les organisateurs pour, en tout cas, avoir eu l'idée de mettre ensemble l'ensemble en tout cas, un certain nombre de pays, notamment francophones, impactés par ce que nous avons tous vécu. Mon propos ici, je ne vais pas revenir sur les incidents. Je pense que ça a été assez documenté et les expériences partagées par les différents intervenants ont étayé la situation de chacun des pays. Je vais plus m'atteler ici à présenter un outil qu'on a développé avec la contribution de plusieurs acteurs qui permet aux pays ou aux régions d'avoir une idée de leur indice de résilience et donc d'avoir une idée des actions à prendre et sur quel axe les mener. Donc, pourquoi nous avons
jugé utile de présenter cela. C'est parce que nous pensons qu'il est utile de mieux informer les décideurs pour leur donner les axes de prise de décision ou là où ils peuvent influencer le devenir de l'infrastructure Internet positivement dans le pays. Et aussi, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension sur la base d'expériences dans d'autres pays. Et même si nous parlerons plus d'incidents Internet, mais ça permettra de voir que les choses arrivent aussi ailleurs et qu'au-delà de ce qui arrive, quelles sont les leçons à retenir et qui va nous permettre donc d'atterrir sur la situation de la région et des pays concernés et puis de présenter sommairement quels sont les taux actuels de ces pays et à partir de ces taux-là, sur quels éléments on pourrait travailler pour corriger ou tout au moins, je dirais, minimiser les impacts parce que, comme j'aime souvent le dire, les pannes arriveront d'une manière ou d'une autre, mais c'est notre capacité à les minimiser, notre capacité à avoir plus de diversité qui va nous permettre de pouvoir continuer à offrir un service de qualité aux utilisateurs. Enfin, je terminerai par donner aussi des éléments, des pistes de réflexion sur comment la communauté Internet peut contribuer à l'amélioration de cette résilience-là. D'abord dans les pays, mais aussi peut-être avec voilà, des approches qui peuvent être ensuite, je dirais, régionales, africaines. Je pense qu'un des intervenants, en l'occurrence, M. Kafando, a abordé un peu dans ce sens. Donc, Pulse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord-là permet à tout moment, en temps réel, d'avoir une idée de où actuellement il y a des coupures Internet ou des dégradations, donc en temps réel, le nombre. Et puis, d'avoir une idée en termes de nombre de ce qui s'est passé durant l'année écoulée, d'avoir une idée de l'adoption de certaines technologies. Donc c'est un tableau de bord où vous pourrez à tout moment avoir une idée de la situation dans le monde, mais vous pourrez aussi aller dans les détails sur le cas ou la cartographie ou l'image de votre pays. Donc, on reviendra par la suite sur cela. Et Pulse permet donc, comme je le disais, de monitorer les coupures, de savoir où ces coupures-là se sont produites. Il permet aussi de donner un aperçu parce qu'au-delà de, je dirais, l'accès, il y a un certain nombre de technologies qui sont utilisées. Quel est le niveau d'adoption du pays de ces technologies-là? Par exemple, quelle est actuellement la situation, par exemple, du DNS dans le pays? Parce que tout cela contribue à l'accessibilité, à avoir un Internet meilleur. Ensuite, ça permet aussi, Pulse, de vous donner une idée je dirais, de la diversité des acteurs sur le terrain. Est-ce que vous êtes dans un marché où le marché est concentré chez un acteur, deux acteurs, et quels peuvent être les impacts de cela? Et puis enfin, un indicateur qui permet de vous donner une idée claire de la robustesse de l'écosystème. Donc, voici un peu des indicateurs que vous trouverez des éléments que nous monitorons en ce Pulse et que vous pouvez regarder. Et sur Pulse, pour aller de façon concrète, donc c'est un index de mesure. Donc, vous avez l'adresse en direct de la partie résilience que j'ai mis pour la communauté francophone en haut. Mais ici, c'est catégorisé en 4 blocs, mais il faut dire que vous avez une trentaine de métriques qui sont utilisées, soit pour apprécier l'état de l'infrastructure donc, et sa disponibilité, soit pour apprécier la performance du service rendu aux utilisateurs finaux, ou soit pour apprécier la sécurité de l'Internet dans votre pays, ou soit pour apprécier la disponibilité du marché. Donc,
L'ensemble de ces métriques-là vous permettront donc d'avoir une appréciation. Et pour ceux qui sont du monde de la recherche, comme notre panéliste de la Côte d'Ivoire, ils pourront aller sur le lien en bas de page pour avoir la méthodologie complète qui a été utilisée pour pouvoir arriver à ce résultat-là et à ce portail-là. Ça permet aussi de pouvoir, si cela est nécessaire, parce que ce n'est pas quelque chose de fini, donc d'avoir aussi des remarques sur des améliorations possibles qu'on pourrait avoir de ce monde de la recherche-là. Mais avant d'aller à cela, aller dans le détail de notre région, j'ai essayé de capturer ici quelques grandes pannes qui sont arrivées dans le monde pour dire que, certes, nous parlons de fibres, mais là, je parle de services Internet, pour dire que ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'Afrique. Voilà, ça peut arriver partout dans le monde. Ici, nous avons eu une panne qui a duré 10 heures avec le plus gros opérateur en Australie. Et pour une question de problématique de BGP, je pense que notre ami de Sud Télécom a parlé de cela au départ, le DG, donc sur la problématique souvent d'avoir des ressources humaines capables de configurer. Mais dans ce cas de figure, c'est une erreur de filtrage qui a paralysé pendant 10 heures, donc Optis. Et ça a permis de présenter des signes de manque de résilience parce que lorsque l'incident est arrivé, malgré que l'Australie, je dirais, a un taux, comme vous le verrez ici, donc sur certains indicateurs, ils avaient un taux au niveau de l'infrastructure à 53%, mais la panne est arrivée. Si elle est arrivée, c'est qu'il y a des éléments quelque part qui n'étaient pas efficaces. Et dans ce cas de figure-là, vous verrez qu'il n'y avait pas de diversité au niveau des providers, donc au niveau des fournisseurs d'accès dans ces pays. Et en l'occurrence, ce fournisseur-là n'était pas, je dirais, très engagé dans le peering local, dans l'exchange points, dans la zone où ils étaient déployés. Je crois que dans les différents échanges qu'on a eus ici, il y a des panélistes qui ont soutenu le fait qu'il faut que les opérateurs soient connectés dans le pays au point d'échange. Il faut de la diversité. Donc, la diversité sur le chemin, mais la diversité aussi avec les fournisseurs. Donc, c'est l'ensemble de ces choses conjuguées qui ont permis de comprendre pourquoi cette panne avait aussi duré en Australie, pour dire que c'est des éléments que nous devons prendre en compte lorsque nous cherchons à avoir un Internet résilient. L'autre panne que je propose aussi de revisiter, c'est une panne qui est arrivée à Rogers, qui est au Canada. Ça a duré 19 heures. Ça a impacté 12 millions d'abonnés, directement ou indirectement. Et puis, quand vous regardez 12 millions d'abonnés, c'est la population de certains des pays, je crois, dans la région. Ça voudrait dire qu'imaginez que la panne d'un seul opérateur a impacté ce nombre de personnes. Ça a un coût économique qui est estimé, mais malgré l'impact, l'opérateur, dans ce cas de figure, n'a pas voulu reconnaître donc l'origine de la panne, même si des éléments pouvaient permettre de le développer. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là ou celui de l'Australie, l'autorité, donc, je dirais donc les agences gouvernementales en charge de la gestion des télécoms ont, avec cela, demandé en fait de comprendre davantage parce que l'opérateur de lui-même n'avait pas voulu aller dans les détails pour permettre de pouvoir mitiguer ça à l'avenir. Donc, en analysant cela, on allait aussi se dire, l'infrastructure est bien, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, vous avez un taux sur l'infrastructure qui est assez important, mais comme vous le verrez ici, il n'y avait pas la diversité au niveau des upstream, mais il n'y avait pas aussi, le marché n'est pas aussi divers. Ce qui voudrait dire qu'il y a des marchés aujourd'hui où nous voyons donc un certain monopole avec peut-être des performances qui restent
pendant un certain temps, mais lorsque une panne arrive, ça peut avoir des conséquences. L'autre panne que je souhaite présenter et ensuite revenir dans notre région, c'est une panne qui a eu lieu en Italie, mais qui a touché un tiers des internautes en Italie. Mais là, on s'est rendu compte que en analysant, je vais dire, les graphes de sortie de connectivité des opérateurs, on s'est rendu compte que il y a des opérateurs, et je pense qu'on peut le retrouver aussi dans la région, et c'est des choses à prendre en compte, qui ont peut-être un seul fournisseur. Je pense ça peut arriver encore dans certaines régions. Ça fait que lorsque le fournisseur de votre fournisseur a une panne, automatiquement, si c'est un pays, bon, vous serez dans un blackout. Peut-être ce cas-là peut être similaire à ce que Agibou a essayé de présenter dans le cas de la Guinée, où on a un seul câble qui atterrit. Et ce câble-là, ça voudrait dire que si la section de câble avait eu lieu à un autre endroit, le pays pouvait se retrouver sûrement dans un blackout, en dehors peut-être de quelques connexions satellitaires pour des usages très, très limités. Donc ici, le graphe de droite nous présente un peu l'intérêt d'avoir de la diversité en termes de fournisseurs. Et je crois que l'ensemble des acteurs ici, utilisateurs ou acteurs du secteur, peuvent aller de temps en temps essayer de voir le BGP-PAF de leurs fournisseurs. Ça leur permet de savoir est-ce que nous sortons correctement, est-ce que nous sortons par le meilleur des carrières, ou bien est-ce qu'il y a des considérations à prendre en compte lorsque nous rentrons en négociation pour acheter de la capacité. Et voilà, puisque tout cela va concourir à vouloir assurer une continuité de service lorsque une panne va arriver. Il reste 7 minutes, on va essayer d'aller donc ici. Comme on l'a dit, donc la diversité posait un problème malgré le fait que l'infrastructure avait un taux de 75% pour l'Italie. Au regard de cela, quelle est la situation dans notre pays? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quelle est la cartographie actuelle? Donc, avant d'entrer à cela, je vous présente ici la résilience globale des différentes régions du monde. Je ne dirais pas naturellement, mais malheureusement, ici, nous nous trouvons à la dernière position avec un taux de résilience de 35%, lorsque en Europe, ils sont à 60%, 46% pour l'Asie, 45% pour l'Amérique et l'Océanie au moment de la capture de ces graphes. Ensuite, en allant plus en détail sur la zone Afrique, on se rend compte que l'Afrique australe a un taux de 40%, l'Afrique orientale 37%, septentrion, donc le nord 36%, l'Afrique de l'Ouest, donc notre zone, se retrouve à 33%. Maintenant, ce 33%-là, comment il s'éclate lorsqu'on rentre dans la spécificité des pays? Lorsqu'on rentre dans la spécificité des pays, on va se rendre compte ici que malgré souvent comment je dirais, le positionnement par rapport aux câbles sous-marins qui passent dans la mer, c'est pour ça que je dirais la disponibilité, la résilience n'est pas forcément les câbles qui est coupé, mais c'est comment on est raccordé. Et voilà. Donc, vous verrez ici que les pays Rishika, ça va? Alhamdulillah, ça va bien. Le Bénin s'en sort avec 42%. Pour ceux qui ont pu afficher la page, vous allez voir que si vous cliquez sur le Bénin, donc vous allez avoir le détail en fait de la situation du Bénin. Et si le temps nous permet, je prendrai au moins un cas de pays, présenter la carte du pays, ça vous permettra d'avoir plus de détails. Mais ici, ça veut dire que clairement, on n'est pas à l'abri pour, je dirais, la quasi-totalité des pays. Et je pense que l'incident qui est arrivé a illustré cela parce que quand vous regardez ici, tous les pays qui étaient donc à une certaine position entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont été plus ou moins impactés. Donc, ça, c'est la situation globale. Maintenant, cette situation globale-là,
chacun des pays peut avoir des actions à faire et l'ensemble des actions, on peut voir une certaine partie sur le site et ça permettra donc soit aux décideurs, soit aux opérateurs de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour être encore plus résilient la prochaine fois. Maintenant, nos limites dans le cadre de ce travail-là, c'est bon de le souligner, c'est un travail de recherche sur la base de données qui sont disponibles. Il peut arriver, et si vous le constatez, il peut arriver que vous remarquez que certains indicateurs tels que présentés ne reflètent peut-être pas la réalité. Donc, nous nous excusons par avance pour cela, mais nous vous donnons l'opportunité de remonter l'information pour pouvoir améliorer comment on appelle, le seuil de vos pays. Donc, les données proviennent de sources publiques. Ils peuvent ne pas être à jour. Donc, au moment où nous les parsons, les équipes en charge les parsent. Donc, il peut y avoir des choses biaisées. Donc, vous pouvez contribuer à cela. L'autre chose aussi que nous souhaiterons présenter ici, c'est que pour qu'il y ait des données sur nos pays, il faut qu'on puisse pouvoir avoir des éléments de mesure. Donc, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Ces outils-là, nous vous invitons à les installer pour pouvoir permettre de remonter, d'avoir une meilleure cartographie de votre pays. Ensuite, il faut aussi, comment on appelle, vous pouvez aussi consulter les chiffres bruts de votre pays, donc avec l'adresse qui est indiquée. Ça vous permettra d'une certaine manière de pouvoir contribuer à l'amélioration de ceux qui seront présentés la prochaine fois ou ne pas peut-être laisser qu'on pénalise votre pays parce que les données ne sont pas justes. Enfin, pour nous ici, avant d'aller peut-être faire la démo sur un pays pour présenter les éléments plus en détail dans les 2 minutes qui restent, pour nous, il faut retenir qu'il est important de comprendre où passe votre trafic et peut vous permettre d'avoir une certaine vue, mais d'autres outils d'analyse de BGP peuvent vous permettre de le faire aussi. Ça vous permettra soit de challenger votre opérateur ou de donner les informations utiles à l'autorité dans votre pays pour pouvoir influencer. Il faut aussi qu'il y ait des systèmes de mesure nationales parce que là, c'est un outil, d'autres outils peuvent exister, mais cela n'exclut pas qu'au niveau du pays, qu'il y ait des outils d'analyse pour permettre de pouvoir challenger localement pour qu'il n'y ait pas des éléments qui disent « Oh, c'est biaisé ici. » Voilà. Donc, ensuite, nous avons aussi la possibilité, donc, désolé pour la coquille ici, nous avons aussi la possibilité de contribuer au développement du contenu local ou de l'industrie des XP parce que nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter à un XP lorsque c'est un XP, il faut aller au-delà. Tant qu'il y a des POP dans le pays, il faut diversifier pour qu'il y ait beaucoup d'interrelations. Il faut aussi promouvoir la connectivité transfrontalière et le développement de centres de données. Je crois que quelqu'un l'a dit, je pense mon ami Haruna du Niger, ils peuvent remonter donc par le transaérien, donc ils vont remonter par l'Algérie. Je pense que d'autres pays sont dans ce contexte-là. D'autres organisations aussi ont des réseaux de fibres qui font l'interconnexion des pays. Donc, il faut qu'il y ait un meilleur maillage de telle sorte que le jour où c'est au niveau de la côte qu'il y a un problème, qu'on puisse pouvoir sortir autrement et que, surtout, comme le disaient certains, qu'on puisse pouvoir se parler entre nous. C'est-à-dire qu'il était inadmissible que des opérateurs dans le même pays où il y a un point d'échange ne puissent même pas communiquer. Ça voudrait dire que les routages n'étaient pas efficacement faits. Et sur le très long terme, peut-être nous pouvons nous permettre de rêver que, comme le disait quelqu'un, que peut-être qu'il y ait des câbles interpays en plus, qu'il y ait peut-être plus d'engagement dans la prise de participation dans les consortiums existants ou à venir lorsque c'est possible, qu'on puisse penser à former des ressources humaines qualifiées dans l'industrie de la fibre. Je crois qu'au Bénin, je sais qu'il y avait une initiative dans ce sens, mais c'est peut-être quelque chose et qu'on ait les moyens logistiques. Comme vous avez vu, les pannes, pour les résoudre, il a fallu faire appel à des bateaux spéciaux qui étaient accostés soit vers l'Afrique du Sud, soit vers l'Europe, et le temps de mettre toute cette logistique en branle là. Donc, pour moi, c'est des opportunités aussi ou des choses sur lesquelles nous devons, en tant qu'Africains, Africains de l'Ouest, penser à avoir notre pied là-dedans. Donc, ici, je vous présente
je vous laisse le temps de scanner pour ceux qui veulent s'abonner à la newsletter de Pulse ou bien examiner la méthodologie plus en détail ou de façon simple, envoyer votre contribution à pulse@isoc.org. Je m'arrête là ici. Adama, c'est 21 minutes. Je ne sais pas si tu permets que je présente juste Oui, le oui, cadre. oui, pas de souci, hein. Allez-y. Merci beaucoup. Ok. Merci. Donc, alors, il me faut, j'arrête ce partage-là. Puis, là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Allô? Oui, moi je vois. Voilà. Donc, ici, comme je le disais, alors, quand vous partez sur Pulse, vous allez voir, donc, à la carte globale, donc à la carte générale. Donc, de la carte générale, vous cliquez juste sur la zone Afrique. Donc, vous avez les taux en temps réel de la zone Afrique qui s'affichent. Donc, vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus, non, j'étais en Afrique centrale. Pardon. Donc, si vous cliquez dessus ici, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, on a 33% par rapport aux autres. Là, si vous cliquez dessus, vous allez, les différents pays vont s'afficher avec leur taux de résilience. Ce qui est intéressant pour toute personne vivant dans un pays, pour en savoir davantage sur ton pays ou sur ton voisin, pour voir qu'est-ce qu'il fait de mieux que toi. On prend le cas du Bénin. Donc, je prends dans l'ordre, hein, donc voilà. Ici, donc dans le cadre du Bénin, on a l'infrastructure, on a le niveau qui est là. Donc, vous avez tous les paramètres donc, sur l'infrastructure, l'écosystème des câbles, la connectivité mobile. Donc, vous avez, et puis l'XP. Donc là, le pourcentage, ça ne veut pas dire qu'il y a, c'est la disponibilité de l'XP dans le pays. Après, il y a d'autres éléments qui vous permettent de voir si c'est 1 ou 2. Voilà. Ensuite, sur les performances, comme j'ai dit, il y a l'infra, il y a les performances. Et dans les performances, ici, vous avez une idée des taux de téléchargement qui sont des indicateurs aussi à prendre en compte dans l'appréciation de la qualité. Il y a la sécurité, comme je le disais ici. Donc, quel est le niveau d'adoption du HTTPS, de IPv6, du DNSSEC? Bravo pour le 100%, à clin d'œil à Yazid. Donc, ici, à tous les opérateurs qui ont contribué, il y a encore des efforts à faire ici dans la validation du DNSSEC. Le MANRES, vous êtes à 36%, il y a des choses à faire. Vous voyez ici que la redondance des upstream, donc vous êtes à 28%, et le DDoS. Donc, vous avez un certain nombre d'indicateurs ici sur lesquels l'autorité ou les acteurs peuvent maintenant essayer de faire du plaidoyer pour qu'il y ait de l'amélioration. Donc là, au niveau du marché, vous avez la structure du marché qui est là et vous avez la localisation du trafic. Ça veut dire que 39% du trafic servi dans le pays est dans le pays, mais il vous reste, mettons, encore 61% de votre trafic qui est à l'étranger. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour pouvoir faire venir ici? Là, vous avez la diversité des fournisseurs, la diversité du marché, le nombre de... Donc, vous avez un certain nombre d'éléments que vous trouverez pour l'ensemble des pays que vous pouvez prendre pour faire des présentations à l'opérateur. Ensuite, vous pouvez venir au niveau des rapports nationaux. Donc, si vous avez besoin de produire un rapport, vous prenez n'importe lequel des pays. Donc, je continue en prenant le Bénin. Donc, ici, vous avez donc un document qui fait une synthèse globale que vous pouvez aussi utiliser. Donc, ça, Pulse vous permet d'avoir en un seul endroit une cartographie et de dire, est-ce que la diversité là, globalement, nous pensons que c'est bon? Non, on peut encore mieux faire. Ici, est-ce qu'il y a une diversité des fournisseurs malgré ce qui est présent? Oui. Il y a un point d'échange, mais ici, c'est la présence. Maintenant, le fonctionnement, avoir plus de points, ça, vous l'avez ici. Et ici, vous avez les réseaux attribués, l'adoption des technologies. Donc, en gros, pour m'arrêter là et laisser la place aux échanges, vous avez un outil qui vous permet d'avoir
le niveau de résilience, donc d'avoir un tableau de bord qui permet d'avoir une idée de ce qui se passe au niveau de l'Internet dans votre pays. Avant même que les pannes arrivent, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les mitiger? Quelles sont les actions au niveau national qu'il faut prendre en compte dans les politiques de développement? Et qu'est-ce qu'en tant qu'utilisateur, vous pouvez faire ou en tant que fournisseur d'accès, en tant que régulateur, en tant que, voilà, pour simple utilisateur pour contribuer? Voilà un peu. J'espère que vous avez pu voir des éléments qui peuvent aider dans le combat global de l'amélioration de l'Internet dans nos pays. Et je reste disponible s'il y a des discussions, s'il y a des questions spécifiques pour pouvoir les adresser. Et merci pour l'opportunité et puis pour le temps d'écoute. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Milogo. Merci en tout cas pour votre belle présentation sur l'outil et plus aussi sur tout ce qui est résilience Internet. Et comme au début vous l'avez présenté, l'outil PIS, au fait, c'est un outil qui permet d'avoir peut-être la cartographie peut-être des performances d'Internet d'un pays. Et comme vous l'avez dit aussi presque à la fin, c'est des outils qui alimentés à partir de données généralement recueillies sur le terrain. Donc, inciter les citoyens des pays généralement à s'approprier l'outil, voir. Et s'ils pensent qu'il y a des problèmes de données, qu'ils n'hésitent pas à les remonter à l'équipe adéquate pour pouvoir, pouvoir bien profiter des données là pour avoir vraiment une vue claire de l'Internet dans le pays. Aussi, aux utilisateurs lambda et les outils, comme vous l'avez dit, qui sont à leur disposition, qui pourront utiliser aussi, pouvoir aussi alimenter cette base de données-là et puis avoir une bonne cartographie de la performance de l'Internet. Et si vous êtes revenu un peu sur certains incidents dans le monde au niveau d'Internet, et donc c'est pour nous dire un peu que c'est important pour nous, c'est un peu comme une forme de collaboration. Donc, il faudrait que peut-être chacun dans son pays vraiment puisse aller sur plus pour voir un peu ce qui est fait dans son pays, l'État, et mener aussi des actions aussi de façon concrète pour que l'Internet soit beaucoup plus résilient dans le pays. Donc, sans plus tarder, vu qu'on est un peu pris par le temps, on va passer maintenant à la phase des questions-réponses rapidement. On avait prévu 20 minutes et la session devait tenir 1h30 et on est presque à la fin. Donc, pour ne pas peut-être pénaliser certaines personnes, on va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis bon, passer maintenant au point suivant. Donc, dans le chat, il avait été précisé que pour les questions-réponses, il y avait une rubrique dans Zoom où il fallait poser les questions. Donc, rapidement, on laisse le soin à ceux qui ont des questions et d'éclaircissement sur toutes les interventions là, de pouvoir poser les questions dans la rubrique Q&A, questions-réponses, et ensuite, on pourra maintenant les poser aux intervenants. C'est dans le chat, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient intervenu, mais bon, là-bas, c'est beaucoup plus difficile à exploiter. Donc, ceux qui ont encore des questions des zones d'hommes, on les invite à les poster dans la partie directe que vous allez voir au bas de votre écran pour qu'on puisse les poser. Merci. D'accord. Donc, le temps que vous posez vos questions, on va passer la parole à M. David Bekele, qui est le vice-président du journal Afrique Internet Society, pour qu'il nous aussi nous dise son mot et puis bon, partager aussi des informations. Donc, M. David Bekele, si vous êtes là, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'organisation de cette réunion que je trouve très, très intéressante. Je m'excuse, je ne peux pas rester jusqu'à la fin de la réunion, donc je me permets de dire quelques mots en dehors un peu des discussions ici. Je voulais le faire à la fin, mais malheureusement, comme j'ai une réunion juste après, je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Tout d'abord, donc, félicitations pour ces discussions que j'ai trouvées très fascinantes. Je pense que c'est pour ce genre de choses que l'Internet Society a été créé pour répondre à ces questions et aussi pour un peu mutualiser toutes nos connaissances afin de créer un Internet qui est
de plus en plus résilient à ce genre de panne. Sans aller trop à l'intérieur des discussions, je pense que vous allez avoir des débats. Je voulais juste utiliser cette opportunité pour dire quelques mots. Donc, en tant que représentant d'Internet Society ici, je voudrais qu'il y ait plus d'activités des chapitres francophones dans l'Internet Society. Pour des raisons qu'on n'est pas encore sûres, les membres et les chapitres africains sont moins peut-être actifs quelquefois dans des activités. Ça peut être des questions linguistiques, ça peut être d'autres raisons, mais ce n'est pas simplement les chapitres. En fait, peut-être Victor peut me contrarier dans ça, mais dans les activités de certains projets, par exemple, si je prends le projet Connecting the Unconnected, connecter les non connectés, il y a plus de chapitres de l'Afrique de l'Est et du Sud que de chapitres, par exemple, francophones, des activités dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons changer ça, mais on n'est pas toujours sûr comment le faire. Et j'aimerais proposer qu'il y ait une petite équipe qui va contribuer à la réflexion afin que pour nous aider pour le plan stratégique qu'on est en train de développer afin d'améliorer, afin que nous ayons plus d'activités d'Internet Society dans les régions francophones africaines dans le futur. Donc, je vais pas aller dans le détail, mais j'aimerais qu'il y ait des volontaires pour nous aider dans cette réflexion. Victor, tu vas nous aider un peu à créer une petite équipe pour faire cette discussion. Encore désolé d'avoir coupé la discussion très intéressante. Continuez la discussion après moi. Je ne veux pas que cette discussion vienne couper la discussion qui a été faite avant. Donc, c'est pas pour discuter, c'est juste pour vous informer afin que ceux qui sont intéressés indiquent à Victor leur intérêt pour travailler dans ce sens. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien, M. David Bekele, pour votre intervention. Donc, on prend vraiment note. On laissera peut-être quand Victor va vouloir peut-être prendre la parole, il pourra peut-être revenir sur votre proposition de fin pour vous aider un peu sur le plan stratégique. Et comme on est vraiment pris par le temps pour ne pas encore tarder, je vois qu'il y a des questions qui ont commencé à venir. Dans les cas, on va prendre 2 ou 3 questions rapidement et puis bon, les discussions, on pourra peut-être les continuer encore sur d'autres canaux. Mais là, malheureusement, on est pris par le temps, on ne pourra pas vraiment tout aborder. Alors, moi, rapidement, il y a des questions qui reviennent généralement sur la panne récente. Moi, j'avais une question à l'endroit du docteur Didier qui avait tantôt parlé peut-être de certaines informations, que peut-être que l'incident avait eu lieu peut-être au niveau, pardon, à côté de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas encore totalement officiel, on ne sait pas. Est-ce que lui, dans les informations que lui, il a, est-ce qu'on a une idée vraiment de la raison de la panne? Est-ce que c'est aussi résolu et pourquoi, par exemple, le cap d'un opérateur que je ne vais pas nommer a été épargné de cette panne-là? Il peut prendre rapidement la parole et puis essayer de répondre à cette question. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues sur ça. Adam, ta question s'adresse à qui? Docteur Didier, le représentant de la Côte d'Ivoire. Bon, S'il n'est pas là, je peux... Oui, ok. Donc, M. Milego, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. D'accord. Merci à celui qui a posé la question.
Ce qu'il faut dire à date, comme vous le savez, les pannes sur les fibres, ça arrive, ça arrive. Maintenant, il y a dans le cas de figure, c'est des mouvements de plaques qui ont été, en tout cas, mis en avant, donc au large d'Abidjan. Et ces mouvements de plaques-là, comme vous le savez, les fibres sont posées, mais ce n'est pas parce qu'il y a 4 fibres qui sont coupées, que certaines ne sont pas coupées, qu'il faille peut-être aller dans ce que je vais appeler, entre griffes, de la paranoïa, ou bien se dire, bon, si Move n'a pas été coupé, pourquoi Move n'a pas été coupé? Tout dépend de comment les mouvements se sont faits. Et puis, il y a au moins, je vais dire, quand on déploie aussi, il y a une façon de déployer. Donc, à date, c'est la raison qui a été donnée. Et maintenant, les fibres qui sont restées ou quel est le temps de restauration? À date, normalement, SAT3 a été réparé depuis le 6 avril, SAT3. Et maintenant, la durée, c'est essentiellement dû au fait que les bateaux doivent être affrétés peut-être 11 jours entre l'Afrique du Sud et Abidjan. Je vais dire quoi? Trouver le bateau, mobiliser l'équipage, aller chercher l'expert et puis se mettre en route et venir ensuite être sujet aux conditions météo pour intervenir. Donc, dans les agendas, le dernier câble qui va être normalement Main va être réparé autour de mi-15-20 mai. Donc, ce qui voudrait dire qu'actuellement, la reprise des services que nous observons sont dus à la capacité de diversification que les différents opérateurs ont eu dans l'ensemble des pays. Donc, en gros, la restauration est en cours, un câble est restauré, SAT3. Les autres, ça va venir. Il y a tout un agenda. Ça peut changer si, au moment de l'investigation sur site, les conditions, par exemple, météo ne sont pas favorables. Ça peut parce que, voilà. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a une raison particulière qui explique pourquoi les autres sont restés. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas peut-être dans le mouvement de la plaque. Voilà. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas d'autres éléments. Et je me dis, tant mieux que tout ne soit pas coupé au même moment parce que si tout était coupé au même moment, voilà, c'est se dire qu'on allait dans un blackout total. Voilà. Je me dis, c'est peut-être se dire, et je me dis aussi que dans l'industrie de la fibre, en posant les câbles, on essaie d'avoir, je vais dire quoi, des zones de sécurité pour que quand il y a panne, ce ne soit pas tout qui part en même temps. Mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Et je crois qu'il y a beaucoup de littérature qui a été faite là-dessus sur donner l'évolution. Voilà, mais voilà un peu. Si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Donc, merci beaucoup, M. Milero. Et moi, rapidement, en rapport avec les questions qui ont été posées, je voulais adresser une question à l'intervenant du Togo, M. Bakolibé Fabrice, qui, il faut noter, qu'il était un ex-directeur du point d'échange du Togo. Et pendant l'intervention, parlant de la résilience, il y a beaucoup le thème de point d'échange qui est revenu. Donc, je voudrais rapidement, si tu peux, présenter un peu le point d'échange, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça les a aidés dans la panne récente, là, peut-être pour pouvoir mieux gérer cette panne-là. Donc, si tu peux prendre la parole et puis bon, essayer de répondre à cette question. Merci. OK, merci beaucoup pour la question. Je vais aller très rapidement. Le point d'échange Internet du Togo n'est pas différent des autres points d'échange que nous avons dans la sous-région ou dans les autres pays. C'est-à-dire que disons simplement que c'est un nœud de routage qui permet aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet locaux de pouvoir venir échanger leur trafic, notamment le trafic local. Et au moins, au cours de la crise, c'est vrai que même si je n'ai pas observé les statistiques spécifiques le 14 mars, ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, un minimum de connectivité est garanti au niveau local lorsque les tronçons internationaux ne sont pas disponibles. Et qui plus est, lorsque ces tronçons ne sont pas disponibles, on va forcément constater une augmentation du trafic local. C'est-à-dire au moins tout ce qui est transaction locale va continuer à travailler normalement. Bon, c'est que, si vous vous rappelez bien de mon intervention, je disais aussi que dans une prochaine session, je ne sais pas si elle aura encore lieu,
c'est vraiment faire de la corrélation entre ce qui se passe normalement dans un contexte normal et éventuellement, en cas de rupture, les observations que nous avons pu faire. Donc, n'ayant pas les données, je ne peux pas être assez précis sur la façon dont cela a permis d'améliorer cela a permis d'améliorer la résilience, mais je suis convaincu, donc connaissant la façon dont les points d'échange travaillent et ayant un peu observé de par le passé les évolutions quand il y a de ce genre de outage, je suis presque convaincu qu'il y a un rôle majeur qui a été joué par le XP ou les autres XP au niveau international lorsqu'il y a ce genre de situation-là. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Et comme vous l'avez dit, le point d'échange n'est pas son rôle de garder le trafic local en local peut peut-être aider aussi à améliorer aussi la résilience aussi d'Internet d'un pays. Bon, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas vraiment tous les éléments dans le cas du Togo pour voir la contribution. Mais bon, il faut retenir que le point d'échange, en tout cas, peut aider en maintenant vraiment local tout le trafic local pour éviter d'utiliser les câbles sous-marins et qui peut aussi engendrer aussi des coûts aussi pour les utilisateurs finaux. Et puis bon. Et maintenant, aussi dans les différentes aussi interventions, parlant aussi des ressources, il y a beaucoup le thème du PAV qui est revenu. Je crois que les gens aussi parlent aussi dans les questions de tout ce qui est alternative à la fibre, à la connectivité. On a parlé aussi des réseaux aussi terrestres, tout. Et moi, j'avais une question à l'endroit du représentant du Burkina qui avait parlé un peu de l'exemple du PAV. Est-ce que, brièvement aussi, il peut aussi peut-être présenter l'initiative PAV au Burkina et comment est-ce que ça fonctionne et puis peut-être si ça aide aussi à la réduction aussi, je sais pas, au niveau aussi de la panne aussi au niveau du Burkina. Donc, je ne sais pas si M. Kafando est en ligne. Oui, Monsieur Ouedraogo, je suis bien en ligne, merci. Alors, ce qu'il faut dire à propos du point d'atterrissement virtuel par Burkina Faso, c'est un projet qui a été piloté par le gouvernement du Burkina Faso, mais qui a suscité la création donc d'une coopérative. Donc, c'est une coopérative qui pilote, y compris des opérateurs de téléphonie mobile, des fournisseurs d'accès Internet et des sociétés étatiques, donc qui participent dans le cadre d'un conseil d'administration, donc à la gestion donc, de la connexion Internet fournie dans le cadre du projet PRICAO, et qui est un projet ayant permis la mise en place d'infrastructures de transmission de réseaux fibre optique et donc au Burkina Faso. Alors, il faut dire aussi que le PAV dessert deux principales villes, donc Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc, actuellement, il y a deux structures, deux POP, je voudrais dire. Et aujourd'hui, comme mon prédécesseur, hein, je n'ai pas à ma disposition des chiffres scientifiques, mais une chose est sûre et certaine, ça a permis la floraison donc, d'opérateurs, de fournisseurs d'accès Internet, donc qui n'avaient pas de la capacité, par exemple, pour avoir de la connexion Internet haut débit avec les grossistes, les fournisseurs d'accès Internet grossistes du moment, et dont certains ne disposent pas aussi de paramètres de connexion comme d'AS number, hein, et d'adresse publique. Et donc, ça a permis en tout cas à ces opérateurs de se connecter au PAV, de bénéficier des ressources du PAV et de refaire la revente donc, au niveau des clients finaux. Et il faut dire jusqu'à présent, c'est l'IP Transit qui est commercialisé. Mais le PAV ambitionne donc de faire d'autres services comme les DDoS et bien d'autres. Alors, un des avantages aussi, c'est la redondance. Un des avantages, c'est la redondance parce que le fait que le PAV dispose d'une sortie sur la deuxième ville, Bobo-Dioulasso, et permet en tout cas de basculer vers ces ISP lorsqu'on a des soucis avec les ISP de Ouagadougou. Et ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, au niveau de l'incident de la fibre qu'on a connu,
Le PAV a eu en tout cas 80 à 90% de ses capacités réduites, ce qui a eu un impact désagréable sur les utilisateurs, même s'il faut reconnaître qu'ils ont travaillé aussi à avoir de nouveaux partenaires et puis shifter le trafic donc vers d'autres destinations. Et voilà ce que je peux dire. En termes d'organisation, il y a un président de conseil d'administration et il y a une direction de pilotage aussi et il y a une direction technique qui s'occupe donc. Et tous les membres de la coopérative participent à travers des propositions techniques et stratégiques donc à l'avancée donc en termes de capacité, mais en termes de propositions de services du PAV. Voilà grosso modo ce que je peux dire. En termes de capacité utilisée, et le PAV est souvent congestionné, ce qui montre l'engouement que les gens ont pour, en tout cas, l'interconnexion à cette coopérative, à ce point d'atterrissement-là. Et je n'ai pas les derniers chiffres, mais le PAV, en tout cas, tourne autour de 20 gigabits par seconde actuellement au Burkina Faso. Voilà. D'accord, merci bien, M. Kapando, pour la présentation de l'expérience du pape du Burkina. Le pape vraiment qui peut être aussi une solution pour certains pays enclavés qui n'ont pas accès à la mer ou passent les câbles sous-marins en envoyant, en allant prendre les trafics au niveau de ces câbles sous-marins, les envoyer dans un pays pour permettre aussi aux acteurs d'Internet aussi de pouvoir bénéficier de ces connectivités-là. Avec tout ce que vous avez parlé aussi en termes de résilience au niveau aussi des câbles. Donc, merci pour votre intervention. Je vais peut-être, on va prendre deux ou trois questions pour ne pas vraiment que on dépasse vraiment le temps qui avait été imparti. Donc, je voulais passer la parole à Monsieur Hervé, et s'il peut prendre la parole et puis bon, et faire son intervention. Oui, oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, moi je vous attends très bien. OK. En fait, je vais faire l'effort d'être rapide. La première chose que je voulais dire, je voulais répondre rapidement à l'inquiétude de Monsieur David qui avait parlé. Et je voulais souligner que le problème que nous avons souvent dans les pays francophones d'Afrique, c'est que, comme vous le savez, hein, je ne cache rien, la plupart des choses sont décidées par les politiques. Et c'est ça qui bloque souvent les initiatives. Donc, j'espère que peut-être ensemble, on va changer les choses. Mais les anglophones ne sont pas plus intelligents que nous. C'est juste que ils ont moins de problèmes, on va dire, à régler en interne que nous autres francophones. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour dire que comme ce webinaire-là, au nom du chapitre du Bénin, on envisage aussi faire pratiquement le même webinaire mais en demandant à chacun de vouloir nous présenter comment ça se passe à leur niveau sur les points d'échange Internet dans leur pays. Parce que quand le monsieur du Togo parlait, j'ai trouvé qu'il sortait des chiffres très intéressants et ce serait intéressant d'en avoir un peu la connaissance dans chaque pays, même si nous, au Bénin, on a un peu de problème. Voilà, je ne vais pas vous poser la parole. Je vais vous dire merci pour tout ce qui a été dit jusque-là et remercier toujours mon grand frère Jean-Baptiste qui est toujours animé de beaucoup de passion. Merci, grand frère. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment en attente aussi du partage aussi de ces webinaires-là aussi pour qu'on on puisse aussi en profiter pour apprendre davantage et puis voir comment on pourra aussi profiter un peu de ça aussi pour améliorer aussi Internet dans nos différents pays. Et donc, on va prendre, je voulais inviter les panélistes là à voir dans la section qu'il y a les questions qui ont été adressées. Et s'il peut rapidement peut-être répondre aux questions là, même si ce n'est pas écrit. Voilà, les questions d'éclaircissement. On va prendre une dernière intervention et puis maintenant, clore maintenant l'activité pour permettre à chacun de pouvoir vaquer à certaines occupations. Donc, s'il y a une dernière question, on va la prendre. On peut juste activer son micro et puis intervenir.
D'accord, bon, tu vois qu'il n'y a pas de questions, à moins que je vois une main levée, mais je ne vois pas d'écrit. Je pense que la personne, Fabrice, c'est toujours. Fabrice. Ouais. Oui, oui, allez-y donc, posez votre question, s'il vous plaît. OK, c'est par rapport à l'initiative Pulse. J'ai très rapidement regardé certains indicateurs et je pense quand même qu'il y a de la matière. Il y a pas mal de contributions qui peuvent être faites là-dessus. Alors, ma question, très rapidement, parce que je n'ai pas pu parcourir tout le site. Lorsque on parcourt ce document, s'il y a des observations sur l'initiative, ou bien une nécessité de pouvoir apporter des éclaircissements sur un certain nombre de choses, à qui est-ce qu'on s'adresse? D'accord, merci bien. Et malheureusement, Monsieur Milego a dû nous quitter pour pouvoir participer à une autre activité. Et j'ai vu dans le chat qu'il avait laissé son contact pour ceux qui avaient des questions qui lui sont directement adressées. Vous pourrez peut-être le contacter aussi, peut-être par mail. Ça fera le plaisir de vous répondre et de vous apporter des éléments d'information. Voilà, donc malheureusement, Et je peux aussi OK. rapidement ajouter, Fabrice, merci pour la question, que l'équipe pose à une adresse email générique dont les observations et autres contributions peuvent être envoyées à cette adresse-là directement. Donc, je vais mettre cette adresse-là dans le chat, pose@isoc.org. Donc, j'encourage tout le monde, s'il y a, comme Jean-Baptiste l'a mentionné, s'il y a des données ou qui ne sont pas correctes ou bien qui ne reflètent pas la réalité dans votre pays, n'hésitez pas de contacter l'équipe directement et ils pourront vous répondre. Merci. D'accord, merci bien, Victor, pour ta réponse. Donc là, je pense qu'on est vraiment pris par le temps. Je vois que le sujet est vraiment intéressant, mais bon, il va falloir qu'on arrête et pour pouvoir peut-être se donner rendez-vous à une autre occasion pour revenir toujours sur ce thème-là qui nous intéresse tous, comment vraiment améliorer Internet dans nos différents pays. Voilà, donc, sans plus tarder, rapidement, pour revenir sur le prochain point qui concernait les résumés des actions à prendre, je pense que les gens sont venus largement dessus, surtout sur l'espérance de cette panne-là, d'avoir une collaboration entre tous les acteurs d'Internet au niveau peut-être local pour pouvoir mutualiser aussi les ressources là, pouvoir en profiter aussi. Ils ont intervenu par exemple sur pas mal d'éléments aussi, d'infrastructures aussi, le BFIS, le PAF, tout ça. Et vraiment, au niveau aussi d'Internet Society, il faut noter aussi qu'ils ont aussi des programmes pour pouvoir aussi encourager tout ça. Et toutes ces informations sont aussi disponibles aussi sur Internet, sur le site d'Internet Society. Et à défaut aussi, pour peut-être contacter aussi vos responsables de chapitres dans vos différents pays, ou voilà, pour qu'ils puissent aussi vous supporter, pour pouvoir aussi voir ensemble comment on peut travailler à améliorer aussi Internet dans vos pays. Et ils se sont revenus aussi sur par moment, des problèmes peut-être de formation au niveau des techniciens qui font peut-être souvent que on se limite vraiment aux basiques qui vraiment jouent vraiment sur la résilience d'Internet. Il faut aussi noter aussi que d'Internet Society, on a un programme aussi dans ce sens qui est appelé le MANES, qui aide vraiment tous les techniciens là, à avoir aussi les bases pour pouvoir un peu sécuriser tout ce qui est routage, qui est vraiment le cœur même cœur technique même d'Internet. Donc, il y a vraiment pas mal de programmes qui sont vraiment disponibles et que vous pouvez peut-être voir sur les différents sites pour avoir plus d'informations. Et vraiment, on se tient aussi à votre disposition aussi pour pouvoir vous aider aussi à obtenir aussi peut-être d'autres éclaircissements, voilà, pour pouvoir ensemble travailler, améliorer Internet dans nos différents pays. Voilà, donc sans plus tarder, j'ai vraiment survolé ce point parce que les gens sont venus beaucoup dessus. On voit que dans beaucoup de pays, il y a des choses vraiment intéressantes qui sont faites pour vraiment nous permettre de profiter vraiment d'Internet, que ce soit dans notre vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Tout Internet vraiment fait vraiment partie vraiment de notre vie. On a vu vraiment avec la panne récente, là, comment ça a touché vraiment les gens. Voilà, donc on va maintenant passer maintenant au dernier point qui est vraiment le mot de clôture. Et donc, moi, à mon niveau, bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, hein. C'est peut-être remercier encore les participants là, et d'avoir vraiment répondu. On était, moi, jusqu'à 110 participants, d'avoir vraiment répondu présent à cette invitation-là. Aussi, par la qualité aussi des échanges, des interventions. Il y a eu aussi pas mal d'expériences dans différents pays qui ont été partagées. Et chacun aussi pourra aussi en profiter pour voir
comment aussi améliorer Internet dans son pays. Donc, c'est vraiment un mot de remerciement à l'endroit de tout le monde. Tous ceux aussi qui ont travaillé aussi pour la réussite de cette activité, la coordination avec Monsieur Victor aussi, tout. Donc, merci vraiment à tous. Donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Victor, en donnant pour le mot de clôture. Merci. Merci beaucoup, Adama. Je vais juste encore remercier tous les participants pour leur patience. Je crois que plus de 100 personnes sont restées passer l'heure prévue. Ça montre l'importance de la thématique et de cette question. Je vais juste vous encourager à voir chacun et chacune des personnes ici, de voir comment est-ce que vous pouvez contribuer dans l'implémentation des recommandations. Ce n'est pas juste la discussion pour avoir la discussion, c'est discuter pour pouvoir impulser le changement. Et je sais qu'il y a des acteurs, des opérateurs ici, des acteurs qui travaillent chez les régulateurs, ceux qui peuvent impulser directement le changement, qui peuvent poser des actes pour que les choses changent. Mais aussi, il y a des utilisateurs, des membres des chapitres ici. Et comme Jean-Baptiste l'a fait, vous pouvez aussi contribuer au changement à travers le plaidoyer et en remontant les informations, les choses qui sont à changer, remontant l'information auprès des entités qui doivent agir pour que les choses changent. Je vais juste terminer pour dire qu'il faudrait que la conversation continue et peut-être comme Hervé l'a dit, amener cette conversation au niveau local, et voir le chapitre, avoir une telle conversation juste pour le pays, pour discuter un peu en profondeur les données de résilience que Jean-Baptiste a présentées avec les acteurs de votre pays et voir ce qui peut être fait. Donc, ça serait vraiment un récit de voir les 7 pays francophones qui étaient ici, si cette action, ce genre de webinaire ou même de réunions physiques se reproduit localement et que l'information nous soit remontée. Est-ce que vous avez pu discuter aussi des actions concrètes locales que vous avez pu vous être accordé dessus. Donc, vraiment, du sous-régional au niveau, on part au niveau local. Donc, merci encore à Adama pour l'initiative. Je dois remercier Adama parce que c'est lui qui a initié ce webinaire et qui m'a contacté pour que il faut voir il fallait faire quelque chose après cette panne. On ne peut pas prévenir à 100% les pannes. Les pannes vont toujours arriver. Il faut juste être préparé pour pouvoir minimiser les conséquences. Donc, merci encore à tout le monde et n'hésitez pas de visiter le site de l'Internet Society. Il y a beaucoup de ressources que vous pouvez prendre le temps de parcourir et voir celles qui peuvent vous aider dans le travail que vous faites au niveau local. Donc, à bientôt en ligne. J'ai mis mon adresse dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je peux transmettre votre question ou votre contribution à la personne qui peut mieux l'utiliser. Bientôt. À bientôt. Victor, vous avez oublié la photo de groupe là. Oh, merci Eric. Voilà. Vous pouvez ouvrir mon caméra. Après, tu vas me demander des images. Oui, on aurait dû faire ça au début, mais pour ceux qui sont encore là. Vous avez échappé. Pour ceux qui sont déjà là, super rapidement. Oui. Activer. Oui, il y a encore des